Europe 1. 8h14 sur Europe 1, Sonia Mabrouk. Vous recevez ce matin la ministre de la Transition énergétique. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sonia Mabrouk. Alors je ne le savais pas, on était encore en campagne présidentielle hier. C'était un discours de campagne du président ou du candidat? Moi je crois que c'était surtout un discours de vérité et un discours de courage et un discours qui trace un cap. Et je crois que c'est ce qu'on attend d'un président de la République, c'est de tracer un cap, de tracer les priorités sur lesquelles il souhaite travailler en s'appuyant sur ce qu'il a entendu des Français. Et lorsque le président propose, par exemple, de travailler sur le travail, c'est un sujet qui est remonté très fortement dans toutes les concertations que nous avons pu avoir et qui est lié d'ailleurs au sujet des retraites, puisque l'inquiétude derrière le fait de travailler plus longtemps, c'est est-ce que je serais capable de travailler plus longtemps? Moi qui ai un travail pénible, un travail où je dois porter des charges, où j'ai le sentiment de m'épuiser, je me rapproche de l'âge fatidique, est-ce que je saurais travailler plus longtemps? On va en parler, mais sur l'ensemble de l'allocution Agnès Pannier-Runacher du président hier, 2 minutes ont été consacrées justement à la réforme des retraites qui a provoqué une contestation, rappelons-le, de 3 mois, 2 petites minutes pour reconnaître une colère et puis s'en va. La page est tournée pour le président, mais l'est-elle pour les Français selon vous? Mais je crois que le président l'a dit très directement, c'est-à-dire qu'il est parfaitement conscient que c'est une mesure impopulaire. Et prendre une mesure impopulaire, parce que c'est une réforme profonde, c'est une réforme, je crois qu'on l'a suffisamment dit, qui vise quand même à sauver notre système de retraite. Et on y tient tous beaucoup à ce système de retraite. Et les faits sont têtus. Le nombre de centenaires est en train d'augmenter très fortement. C'est une très bonne chose. Mais derrière, ça veut dire que les actifs doivent financer plus de retraites. Donc ce sujet-là, il existe. Il met en œuvre la mesure jusqu'au bout. Mais néanmoins, il accueille l'impopularité de cette mesure et il rebondit. On ne peut pas rester dans l'immobilisme quand le monde continue. Bien. Mais c'est 100 avancer. jours pour se relancer. 3 grands chantiers qui ont été annoncés. Le chantier du travail, celui de la justice et de l'ordre républicain. Le progrès également. Mais ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis des années. On aurait dit vraiment un discours de campagne, un programme. Que ne l'avez-vous fait avant? Je crois surtout qu'il redonne du sens à l'action politique et qu'il, effectivement, réaffirme des priorités sur lesquelles nous travaillons et nous allons continuer mais qui sont travailler. Évidentes, heureusement, le régalien, des grands sujets, le travail. Faut-il le rappeler, cela, quand on est au pouvoir? Oui, c'est très important parce qu'il faut donner du sens à l'action politique. Il y a encore du sens. Hier, est-ce que les mots du président avaient encore... en tous les cas, est-ce qu'ils étaient audibles pour une partie des Français qui s'inquiètent pour l'inflation, pour le pouvoir d'acheter, même de vivre pour certains, tout Je crois simplement. que les Français, ils attendent surtout des solutions aujourd'hui. Et effectivement, il est important que le président de la République trace la route et formule les priorités sur lesquelles il propose aux syndicats, aux organisations professionnelles, aux élus de travailler. Laurent Berger dit qu'il n'y a rien de concret. Marine Le Pen affirme que le président tourne le dos aux Français, etc. etc. Je pouvais vous faire la liste de vos opposants. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Laurent Berger. Et donc, effectivement, il formule une première parole. Et on n'est pas étonné lorsqu'on est dans une forme d'opposition. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des applaudissements. Et néanmoins, il commence à discuter en fait. Il parle est-ce que tout est ouvert? Vous avez vu une main tendue, vous? Moi j'ai vu quelqu'un qui disait il y a un délai de décence. Peu en ce moment. Il y a un délai de décence, mais néanmoins, est-ce que le président est prêt à aller jusqu'au bout sur les conditions de travail, à parler organisation du travail? Donc en fait, on voit qu'il y a du grain à moudre dans la négociation. Après le 1er mai, il y aura peut-être cette et très clairement, reprise du dialogue. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Et pourquoi? Parce que ce sont des sujets très concrets pour les Français. L'organisation du travail, le travail des seniors, la question du traitement de la pénibilité sont des sujets qui sont essentiels. Mais sur le registre de l'école, lorsque le président parle de remplacer les professeurs absents, enfin, vous, moi, tous en tant que parents, nous vivons ça avec inquiétude. Et c'est essentiel. Et ce sont des solutions concrètes. Mais Agnès on est connectés au terrain. Vous dites concret, mais je vous évoquais quelques phrases hier. Changer la vie des habitants des quartiers les plus difficiles. Bien. L'école va changer à vue d'œil. Bien. Quel beau catalogue de bonnes intentions, diront certains. Que répondez-vous à cela? Moi, je réponds solution,
concrètes sur le terrain. Je vous donne des exemples sur les services publics qu'il a évoqués, justement, comment rendre la vie plus facile aux habitants des quartiers les plus difficiles. Eh bien, nous mettons des maisons de services publics sur le terrain, nous rouvrons des services publics, nous permettons aux gens de pouvoir avoir accès à une école qui fonctionne, à des services de santé qui les accueillent. Aujourd'hui, la question des déserts médicaux, elle me remonte sur le terrain. Moi, j'habite à Lens, au cœur du bassin minier, et les gens sont inquiets sur la difficulté à trouver des médecins. Eh bien, nous apportons des réponses sur ce sujet-là, et là aussi, nous sommes dans des solutions concrètes. Encore une question sur votre méthode. Combien de fois a-t-on entendu Emmanuel Macron promettre plus d'écoute et moins de verticalité? Combien de fois le président a-t-il promis de se réinventer? À force de se réinventer, on redevient le même, hein? Vous savez, Sonia Mabrouk, on peut entendre ce que disent les oppositions, mais moi, je suis ministre depuis presque 5 ans maintenant. J'ai passé 4 textes de loi, 3 dans un contexte où je n'avais pas la majorité, et ces textes, je les ai co-construits. Le texte sur l'accélération des énergies renouvelables, le texte sur l'accélération du nucléaire, le texte sur les mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Ce sont des textes que j'ai construits avec des oppositions, oui, ça, et important. sur lesquels nous avons obtenu de très larges majorités. Il y a la rupture avec la réforme des retraites. Avec quelle majorité vous allez encore travailler? Grand point d'interrogation. Hier, alors, pas de première piste donnée par le président. Je peux vous donner un exemple. Le texte sur le nucléaire, il a été adopté 2 heures après le 49.3. C'est pour vous dire que ce travail de fond que font chacun des ministres en allant voir les députés de notre majorité, mais également des oppositions, en travaillant au Sénat, en construisant des chemins, il existe et nous l'avons déroulé. C'est plus d'une vingtaine de lois qui ont été adoptées depuis le début du quinquennat, et certaines l'ont été après le 49.3, après les tensions sur les retraites, après le dépôt du recours devant le Conseil constitutionnel, ce qui montre que, en fait, fondamentalement, nous avons besoin collectivement d'avancer, nous avons besoin collectivement d'apporter des solutions concrètes aux Français. Nous avons traversé des crises mondiales majeures, la crise du Covid, la crise de l'énergie, la crise en Ukraine, et nous devons faire nation ensemble, et c'est ce que propose le président de la République. Alors justement, on va parler, Agnès Pannier-Runacher, plus précisément de vos dossiers d'importance sur le nucléaire, dont il a été peu question hier, mais c'est évidemment un grand chantier. L'Allemagne a acté de la sortie du nucléaire. Le pays a fermé les 3 derniers réacteurs encore en activité. La France s'inquiète, c'est tout à fait normal, d'une relance de l'énergie fossile comme le charbon pour compenser le nucléaire. Est-ce qu'en somme, Madame la Ministre, l'Allemagne peut ruiner tous les efforts européens à eux seuls? L'Allemagne s'engage à baisser ses émissions de gaz à effet de serre et à développer des énergies renouvelables alternatives à ces réacteurs nucléaires. J'en accepte l'augure. Je ne peux pas demander à l'Allemagne de ne pas faire ses propres choix énergétiques alors que je le réclame, moi, pour mon propre pays, et que depuis maintenant 4 ans, je me bats pour que le nucléaire ne soit plus un gros mot au niveau européen, et pour accumuler des victoires, que ce soit sur la taxonomie, on va y venir, sur la directive renouvelable ou sur... Mais sur l'Allemagne précisément, est-ce que vous croyez vraiment, parce que l'Allemagne assure que cette hausse du charbon ne sera que temporaire et qu'ils fermeront toutes leurs centrales à charbon d'ici 2038, est-ce qu'il faut le croire, Agnès Pannier-Runacher, alors que le charbon représente, outre-Rhin, je crois, c'est 1/3 de la production d'électricité? C'est un petit peu moins d'1/3, mais vous avez raison. Hein, le charbon en France, c'est moins d'1% de notre production énergétique, et en Allemagne, c'est un pourcentage qui est beaucoup plus important. Donc, moi, je crois une chose. Chaque pays doit être maître de sa production énergétique. Mais nous avons une responsabilité collective. Et au regard de cette responsabilité collective, il faudra qu'on assume que chacun tient sa trajectoire. Aujourd'hui, là, vous le dites presque, la France le dit à l'Allemagne. On peut parler la France le dit très directement à l'Allemagne. Et la France... Alors que lui dites-vous ce matin? La France a la même trajectoire de développement des énergies renouvelables que l'Allemagne. Exactement la même depuis 10 ans. Simplement, nous n'ignorons pas que le nucléaire, c'est aussi une énergie qui permet de gagner la bataille contre le climat, et nous ne coupons pas un bras. C'est cette ligne que nous tenons. Donc au niveau de l'Union européenne, en ce moment, au niveau du G7. Est-ce que l'Allemagne se coupe un bras pour vous, et vous discutez avec ces responsables? C'est un choix de l'Allemagne. Ouais. Ça leur met plus la pression pour développer les énergies renouvelables, pour développer du stockage, pour développer des énergies pilotables, alors qui sont plus difficiles dans le monde du renouvelable. C'est exact. C'est leur choix, je dirais, en tant que peuple souverain. Et ça doit être respecté, et c'est respectable. Mais en revanche, ils seront très regardés pour être au rendez-vous
de leur baisse d'émissions de gaz à émissions à effet de serre. Pour ne pas devenir le premier pollueur d'Europe, hein, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et je crois qu'il y a d'autres pays qui ont également des efforts à faire dans ce domaine, et c'est un effort collectif. Et je veux redire quand même une chose. Mais c'est potentiellement... C'est qu'au niveau européen, nous sommes le continent qui menons les transformations les plus fortes. Donc il faut aussi savoir prendre de la hauteur et regarder d'autres émetteurs de gaz à effet de serre au plan international qui n'ont pas les trajectoires de baisse que connaît aujourd'hui l'Allemagne. Donc chacun doit faire son travail. Moi, j'accepte que l'Allemagne fasse ses choix énergétiques. En revanche, dans notre responsabilité collective, il faudra bien mesurer s'ils sont au rendez-vous, comme nous devrons être, hein, je le dis avec beaucoup d'humilité, on entend comme nous devrons être au rendez-vous, nous également. Bien sûr. Alors, donc il y a quand même maintenant une ligne de fracture, encore une, certains diront, avec l'Allemagne. Est-ce qu'on a des alliés, une forme de coalition pro-nucléaire en Europe? On parle d'une dizaine, voire d'une douzaine de pays. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Je crois que, je le disais à l'instant, hein, on est passé d'un moment où le mot nucléaire était impoli au niveau européen à ce qu'a réussi à bâtir le président de la République et moi-même et d'autres en tant que ministre de l'énergie, c'est-à-dire à faire du nucléaire une énergie qui est reconnue comme un levier important pour la lutte contre le changement climatique. On est 14 pays sur 27 à vouloir prolonger nos réacteurs nucléaires, et 7 de ces pays vont investir dans de nouveaux réacteurs nucléaires. Et je reviens du G7 au Japon, et là encore, 6 des pays du G7 se sont mis ensemble pour reconnaître d'abord... Ce sont des intentions ou c'est écrit noir sur blanc? C'est très concret, c'est un accord que nous avons signé. Alors ce qui est concret, c'est d'abord dans la déclaration du G7 de reconnaître le nucléaire, c'est une des premières fois, comme une énergie qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. 2, de s'engager à accompagner les pays qui sont aujourd'hui dépendants de la Russie sur le nucléaire pour leur permettre d'avoir des alternatives. Et la France a évidemment des propositions à faire sur ce sujet. Nous sommes, nous, totalement indépendants de la Russie, et nous pouvons accompagner notamment des pays d'Europe de l'Est qui ont construit leur nucléaire au temps soviétique et qui du coup ont encore des liens importants. Et puis la troisième chose, c'est de faire travailler ensemble nos autorités de sûreté nucléaire, précisément pour aller plus vite et définir les cadres des innovations nucléaires. Tout ça écrit noir sur blanc. Tout ça est à l'issue du déclaré G7. Ou écrit noir sur blanc, soit dans le cadre du G7, soit dans le cadre de cet événement que nous avons fait en marge avec le Canada, les États-Unis, le Japon et l'Europe, pour ne citer. Agnès Pannier-Runacher, tout cela arrive au moment où notre pays s'apprête à lancer la construction d'un nouveau parc d'au moins 6, ou peut-être même la probabilité de 14 réacteurs nucléaires. Et peut-être même plus. Et peut-être même plus, EPR2, un projet titanesque qui va engager notre filière nucléaire. Et il y a eu le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire qui a pointé les errements de notre pays, une perte conséquente de souveraineté énergétique et même un gâchis français. Avec tout ce retard, est-ce qu'on va arriver à lancer un tel chantier titanesque? Est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui? Oui, on est capable. La filière nucléaire, c'est 220 000 professionnels dont le niveau d'excellence est reconnu au plan international. Beaucoup sont partis parce qu'on les a découragés pendant de nombreuses années. Quand vous êtes ingénieur nucléaire, vous quittez rarement le bateau et c'est un métier de passion. Vous ne quittez pas le bateau France, mais pouvez aller à l'étranger vendre vos compétences. C'est un métier de passion, et aujourd'hui, nous réengageons un des projets industriels les plus importants de ce siècle pour la France, donc de ce 21e siècle. C'est un projet qui va prendre 15 ans pour la construction de du premier réacteur, des réacteurs qui sont appelés à être présents, à fonctionner 60 ans. Donc ce sont des projets de l'ordre de 75 ans. Vous voyez que ce sont des projets qui vont porter sur l'ensemble de ce 21e siècle. C'est des opportunités massives de développement économique, des dizaines de milliers d'emplois. Nous allons recevoir le rapport de la filière qui va très précisément nous dire combien de tuyauteurs, combien de soudeurs, combien de chaudronniers, combien d'ingénieurs pour réaliser ce projet. Et au mois de mai, je réunirai l'ensemble des ministres
qui font partie de ce mouvement nucléaire avec la Commission européenne pour faire le point sur l'ensemble des projets européens, puisque vous évoquiez les 6 réacteurs français, les 6 premiers réacteurs français, mais vous en avez qui sont également en projet en Pologne, en Tchéquie, aux Pays-Bas, en Suède. Donc c'est une reconstruction de filière qui est en train de se faire, et ce mouvement-là est en soi un facteur de confiance parce que ça va permettre d'atteindre vite la taille critique et surtout et de créer les compétences et la chaîne industrielle pour soutenir notre pays. Merci. C'est de l'indépendance énergétique, c'est aussi du pouvoir d'achat pour les Français. Du siècle, on vous entend Agnès Pannier-Runacher. Ça dépasse les 100 jours, hein. On n'est pas dans les 3 grands chantiers. Ce sont des chantiers de long terme. On en parlera au 22e siècle encore.